Bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence. On était super contents de voir qu'il y avait un tel enthousiasme pour le sujet de la transition désirable. Donc on espère que ça répondra un petit peu à vos interrogations et que ça sera un moment un petit peu, une prise de recul avec un moment un petit peu inspirant sur ces sujets-là. Donc une brève une présentation avant qu'on commence. Peut-être que tu veux commencer à présenter ta consulte et Oui, moi ensuite je compléterai. voilà, je vais le faire. Donc, déjà, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Nathalie Garelli-Milus. Donc, j'ai fondé Acta Consult en 2006. Et depuis 2009, ben voilà, je réalise des bilans carbone, des bilans GES. Et puis, j'ai un certain nombre de parcours et on va dire de certifications ou d'engagements qui sont liés au climat et à la RSE. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus loin. Il y a un site internet sur l'entreprise et je laisse Cassandre aussi se présenter. Voilà. Merci. Donc oui, moi j'ai un peu une double casquette. Je viens apporter mon expertise en design et innovation chez Acta Consult. Et j'ai fondé aussi à côté The Good Habits, où vraiment c'est un studio de design à impact. L'idée, c'est d'accompagner les organisations à enclencher une transition, mais de manière, je dirais, fun, positive et sans créer un sentiment de contrainte. Et pour ça, je me base vraiment sur les principes du design qu'on va aborder après, sur les sciences du comportement, sur la psychologie. Et donc ça, je le fais à travers des conférences, des ateliers. Je fais aussi de l'éco-conception de services numériques avec une formation, une certification Green IT. Et voilà, le but, c'est aussi de donner envie aux individus. Ça, je le fais beaucoup aussi dans mon partage de contenu. J'ai créé à côté une plateforme qui s'appelle qui s'appelle app.thegoodhabits.fr, qui est 100% gratuite et qui est là pour accompagner les gens dans leur vie quotidienne à adopter des gestes éco-responsables, des do-it-yourself. L'idée, voilà, c'est de donner envie, en fait, à tout le monde. Donc voilà, c'était très brièvement notre présentation et puis on va entrer dans le vif du sujet de cette conférence. Voilà. Et Eva se présentera tout à l'heure sur sa Ouais, partie. on fait On, un on petit la laisse pas suspense. de côté. Un petit On la suspense. laisse pas de côté. Elle aura Voilà. son moment, elle aura son moment. Voilà. Euh, Merci. du coup, ouais, je te laisse. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on est parti d'un constat, je pense que tous les praticiens carbone connaissent, mais également les experts RSE et les organisations qui mettent en place, qui réalisent des bilans d'émissions de gaz à effet de serre et puis qui, après, veulent mettre en œuvre, on va dire, des plans de transition bas carbone, mais ça peut aussi s'appliquer à des plans d'action RSE, hein, tout ce qui est lié quelque part à la transition écologique. Et en fait, ce qu'on constate, et c'est un débat qui revient même quand on discute avec les experts, par exemple dans le cadre du dette décarbonation ou autre, qu'il y a une grosse difficulté à mettre en œuvre les plans de transition. Parce que finalement, alors là, je vous ai mis un certain nombre de petites flèches avec quelques thématiques sur lesquelles, on va dire, on va positionner les plans de transition qui peuvent être au niveau économique parce qu'il faut changer un système remplacer par exemple une chaudière gaz par une pompe à chaleur ou des choses comme ça, changer des technologies. Il y a un certain nombre de leviers sur lesquels on va appuyer la transition, mais quelque part on s'aperçoit que c'est pas forcément le levier économique, financier, technologique, etc. qui va mettre un petit frein. Quelque part, c'est l'humain. Et l'humain, il faut l'engager dans cette transition. Et il se trouve, et en fait, on le retrouve dans toute la chaîne de valeur. Et en fait, c'est les personnes qu'il faut engager et qui, en général, mettent un frein au changement. Et parce qu'elles perçoivent la transition, quelque part, comme une contrainte et elles voient pas forcément l'aspect positif. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question de se dire, mais comment on peut engager le plus grand nombre, l'ensemble des parties prenantes, parce qu'un plan de transition, ça touche toute la chaîne de valeur, comment on peut les engager pour que ces plans de transition ne soient pas perçus comme une contrainte, mais plutôt comme quelque chose de positif. Alors, notre présentation est là pour inspirer et commencer à amorcer le changement aussi dans la projection de chacun, parce que c'est encore plus difficile de se projeter. Alors, c'est compliqué à court terme, mais quand on demande aux personnes de se projeter sur un plan d'action avec une trajectoire de réduction à moyen et long terme, en travaillant sur le changement de business model, en se projetant, alors là, on rentre quand même dans quelque chose d'encore moins matériel et ça devient très compliqué. Et donc, l'idée qu'on va vous partager là, c'est de dire comment on peut engager le plus grand nombre pour ouvrir le champ des possibles. Voilà. Et supprimer tous les freins qu'il peut y avoir. Et on espère qu'on va arriver à vous donner des idées.
Voilà, pour moi, c'est fini. Je laisse tout le monde, je laisse Cassandre prendre la main. Merci. Bon, bah, gros enjeu. Je ne sais pas si on va résoudre le problème totalement, mais au moins, j'espère qu'on aura certaines pistes. Donc, tu disais l'humain au cœur de la transition. Bah, c'est un peu la problématique sur laquelle je travaille. C'est et si le design avait le pouvoir de rendre la transition bas carbone éco-responsable, enfin, la transition bas carbone désirable, pardon. Donc là, en fait, je vais essayer de vous donner une partie très plutôt théorique et inspirationnel sur le début de la conférence pendant 30 minutes. Normalement, c'est une conférence que je donne en 1 heure. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir approfondir les sujets comme j'ai l'habitude de le faire, mais je vais essayer néanmoins d'aborder un petit peu toutes les pistes que j'ai commencé à identifier. Et ensuite, Eva interviendra sur un aspect beaucoup plus scientifique en termes de design et plus théorique pour appuyer justement faire le lien entre nos deux parties. Donc ouais, et si le design avait le pouvoir de rendre la transition bas carbone désirable, donc vous avez 4 heures, on dirait vraiment un sujet de philo. On va essayer de voir comment ça peut être plus pratique, mais pour que ça ait un petit peu de sens pour vous, je vais commencer par un sondage très simple pour se réveiller un petit peu là pour ce début de conférence. Levez la main, donc vous avez un petit bouton là sur Zoom pour lever la main. Est-ce que vous levez la main si vous pensez que l'éco-responsabilité correspond à un enjeu majeur aujourd'hui, l'écologie aussi plus globalement? J'espère que tout le monde va lever la main parce que sinon, ouais, je vois ça monte, ça monte, ça monte. Bon, je crois qu'on a à peu près tout le monde. Là, j'ai déjà 100 mains levées. Bon, j'imagine que tout le monde va lever la main. Je vais pas faire durer plus longtemps le suspense. Maintenant, vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Vous avez un bouton également pour la baisser. Et maintenant, je voudrais savoir qui pense que l'écologie est un enjeu majeur aujourd'hui, mais également n'a pas mangé de viande depuis 6 mois et fait son propre compost à la maison. On n'est pas dans du ou, mais dans du et. Qui peut répondre oui à ces 3 questions? Les mains montent beaucoup moins vite. Moi, personnellement, je n'aurais pas levé la main non plus. Euh, bon, bah, là, on a à peu près 25 mains levées. Merci beaucoup d'avoir répondu. Pourtant, voilà, bah, c'est un petit peu ça, être vraiment éco-responsable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près tous conscience que c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Mais soyons honnêtes, de manière générale, on est loin d'être les meilleurs élèves de ce sujet. Et je m'inclus largement dedans, donc rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, il y a 3 Français sur 4 qui déclarent avoir envie de changer leurs habitudes pour aller vers plus d'éco-responsabilité, c'est-à-dire qu'ils veulent adopter les bons comportements au quotidien pour être davantage en phase avec le développement durable. Et on assiste à un tel engouement pour le sujet aujourd'hui que l'environnement, c'est devenu la troisième préoccupation des Français, juste après l'immigration et la hausse des prix. Seulement, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça pourrait presque ressembler à un programme de campagne présidentielle. On dit qu'on fera et puis finalement, on ne fait pas toujours. Alors, c'est quoi le problème? Comment ça se fait que si peu de gens soient vraiment engagés dans la transition alors qu'ils sont pourtant si sensibles au sujet? Eh bien, on en revient à la question, est-ce qu'on peut répondre à ça par le design? Et si le design, ça avait le pouvoir de passer de la conscience au passage à l'action? Alors, ça peut sembler un petit peu flou et philosophique, donc je vous traduis cette problématique en 2 aspects, en 2 questions beaucoup plus pratiques. On va voir aujourd'hui comment le design peut vous aider à, répondre aux nouvelles attentes écologiques de vos parties prenantes externes, donc de vos clients, de vos usagers, de vos consommateurs, comment mieux les sensibiliser, les faire passer à l'action. Et dans un deuxième temps, comment mieux engager vos parties prenantes internes, donc sensibiliser, engager vos collaborateurs dans la transition écologique. Donc attention, ce webinaire, j'ai regardé les précédents webinaires de l'APCC. De mon côté, ça sera beaucoup moins expertise carbone. Moi, j'ai une formation en design. Donc le but, ça va être de vous faire prendre un pas de côté et de vous montrer des inspirations d'autres industries et de voir comment on peut utiliser ces mécanismes de design pour enclencher une transition dans vos propres organisations. Donc, comment ça va s'articuler? On va travailler sur 3 pans du design, qui sont pour moi les 3 gros pouvoirs du design. Le premier, ça va être de créer des émotions. Et quelles émotions, on va le voir. Le deuxième, ça va être de comment modifier les comportements d'une manière naturelle sans créer un sentiment de contrainte perçue. Et le troisième, ça va être comment on va placer l'humain au centre dans la transition. Mais avant de commencer tout ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va peut-être reposer les bases de ce qu'est le design. Le design, comme vous voyez sur cette image, c'est pas juste une chaise stylée conçue par un artiste excentrique. Le design, c'est une pensée à part entière. C'est l'art et la science de rendre des choses désirables et agréables. Évidemment, il n'y a pas une seule définition du design, mais pour moi, c'est celle-là qui me parle le plus.
Et en fait, le design, c'est pas juste quelque chose un peu d'immatériel et d'intangible. Ça vient répondre à des besoins complexes des entreprises, notamment en termes d'innovation, mais aussi répondre à ceux des utilisateurs et des consommateurs. Donc derrière, il y a énormément de méthodologies, de processus à mettre en place. Donc le design, c'est aussi ça. Je vais l'illustrer avec un exemple très simple. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est le cirque tel que l'a réinventé le Cirque du Soleil. Parce que bon, faut pas oublier que le cirque, il y a encore quelques temps, et même encore maintenant, bah, c'était plutôt ça. Et le Cirque du Soleil, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est l'illustration parfaite d'un concept en déclin qui est redevenu désirable grâce au principe du design. Ils ont transformé l'expérience vécue. On va plus voir un simple cracheur de feu, on participe à une immersion, même à un voyage dans un univers esthétique et poétique. Franchement, qui aurait cru qu'un spectacle de contorsionnisme allait faire autant d'entrées que qu'un concert de Céline Dion? Et ça, c'est la force du design, parce que c'est une manière de penser. Et ça, on peut l'appliquer à littéralement n'importe quel sujet. Il y en a un qui l'a bien compris, et je vais vous épargner l'exemple classique de Steve Jobs avec Apple. Je vais vous parler d'un exemple beaucoup plus récent, qui est celui de Andy Puddicombe. Donc, bon, sûrement vous avez jamais entendu ce nom-là, mais Andy Puddicombe, c'est le fondateur de Headspace. Et Headspace, c'est l'application qui a transformé l'expérience de la méditation de ça, voilà, à ça. Et en fait, grâce au design, ils ont fait d'une pratique ancestrale, complexe à apprendre, pratiquée par un groupe très spécifique de personnes, une expérience ludique et accessible à tous. Donc c'est ça le design. C'est comment on rend désirables des produits et des services et on fait que ça devient quelque chose qui est utilisé de manière naturelle par l'ensemble de la population. Donc plus concrètement, le design, ça peut se traduire de différentes manières et vous allez sûrement le reconnaître dans peut-être vos produits et les services que vous mettez en place. Le design, c'est l'esthétisme d'un produit, bien évidemment, mais ça va être aussi comment on fait un produit qui va être durable, qui va être éco-responsable, ou même un service. Ça va se traduire aussi dans la simplicité d'utilisation, comment votre usager, votre utilisateur va intuitivement utiliser votre produit et votre service qui va probablement être éco-responsable. Ça va être comment on rend une expérience, un produit accessible et inclusif. On embarque toutes les typologies de population. Comment, à travers ce qu'on met en place, on éduque et on sensibilise et aussi quelle est l'expérience sensorielle et émotionnelle qu'on va vivre avec le produit ou les services qu'on met en place. Donc, on va voir que le design, ça va être la clé finalement pour intégrer les grands défis environnementaux, pour mieux attirer, sensibiliser et motiver vos clients et collaborateurs dans la transition écologique. Et il y a effectivement de gros enjeux aujourd'hui d'attraction, de motivation et de rétention des talents. Il y a une récente étude de Deloitte qui montre qu'aujourd'hui, il y a presque un jeune sur deux des millennials ou de la génération Z qui envisagent de changer d'emploi ou prévoient de le faire parce que leur entreprise ne met pas en place des mesures en faveur du changement climatique. Idem pour les consommateurs. Aujourd'hui, on a 8 Français sur 10 qui prennent des décisions d'achat plus conscientes, donc énorme enjeu pour les industries. Donc à la fois en externe et en interne, il y a un vrai enjeu à transformer notre approche de l'écologie. Mais il y a un petit élément que je pensais intéressant à vous partager, c'est qu'on a tendance à croire que finalement, la préoccupation climat, c'est lié à une génération climat, que finalement, ça intéresse que les jeunes, mais on se rend compte en fait que ça transcende vraiment les critères sociodémographiques, comme l'âge et le lieu d'habitation. Donc qu'on soit à la campagne, en ville, et qu'on ait 60 ans ou 20 ans, finalement, on se sent concerné par ces sujets-là. Mais il y a deux petits points, même si on sent que tout le monde est embarqué, il y a deux petits points qui sont importants dans la suite de cette conférence. C'est que certes, les Français sont plus conscients, mais il y a des barrières à lever. Aujourd'hui, il y a un Français sur quatre qui n'est pas prêt à sacrifier sa liberté de choix au nom de l'environnement. Donc, on va voir comment, avec le design, on va essayer de montrer que la transition est naturelle et qu'elle ne soit pas perçue comme une contrainte par les utilisateurs. Et ensuite, on a un Français sur trois qui se sent exclu du mouvement écologique. Je vous le disais, le design, c'est aussi inclure tout le monde. Donc, comment on fait pour créer une société qui n'est pas polarisée et pour essayer d'embarquer même les gens qui ne sont pas tellement convaincus par l'environnement, comment on fait pour les emmener dans la démarche? Donc, on en arrive au premier pouvoir du design maintenant qu'on a fait j'ai fait cette petite introduction. Le premier pouvoir du design, c'est de créer autour d'un concept un univers qui va susciter des émotions en nous. Cet univers, ça peut se matérialiser par le logo, les aspects visuels, les couleurs, le contenu, la façon dont on va raconter l'histoire. Aujourd'hui, il y a 95% des décisions que prennent les êtres humains qui se font de manière émotionnelle. Et plus l'émotion est positive, plus elle va susciter l'engagement. Ça, c'est une étude qui a été faite par Harvard. À votre avis, pourquoi Google change son logo chaque jour? Bon, là, je peux pas. Peut-être vous pouvez répondre
dans le chat, mais je ne pourrais pas lire dans tous les cas. En fait, pourquoi? Parce que cette stratégie, elle a pour but de créer un sentiment d'étonnement et en même temps de joie qui va ancrer Google dans la mémoire de l'utilisateur et lui donner envie de revenir. Maintenant, si on analyse un petit peu l'univers de l'écologie, la manière dont on en parle dans les médias, dans la presse, etc., qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient? On remarque que l'écologie, elle est souvent reliée à des émotions négatives et anxiogènes, et finalement, elle est rarement connectée au quotidien et aux besoins immédiats de chacun. Les messages qu'on voit passer dans les médias sont souvent très techniques et alarmistes, et même s'ils sont essentiels et qu'ils doivent être entendus et écoutés, le fait est qu'ils génèrent de la peur, et la peur, c'est prouvé, c'est une émotion qui paralyse et qui crée de l'inertie. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus près de la manière dont les marques ou les institutions publiques parlent d'environnement, qu'est-ce qu'on remarque? Elles ont tendance à utiliser du vert. Je pense que c'est une surprise pour personne. On a tous vu ce type d'image avec des feuilles, etc. Sauf qu'en fait, quand on analyse la science, le design et les couleurs et la science des émotions par les couleurs, on apprend qu'il est plus puissant de montrer une couleur pour l'émotion qu'elle génère plutôt que pour le concept qu'elle évoque. Donc plutôt que de montrer du vert parce que c'est la couleur de la nature, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt du jaune pour susciter la joie et l'enthousiasme, ou du orange pour stimuler la créativité? Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est la roue des couleurs de Robert Plutchik. Et donc en fait, on sait que même dans les différentes cultures, dans les différents pays, il y a certaines émotions qui vont nous pousser à faire des choses, qui vont créer de la créativité, de l'envie, ou parfois de la tristesse, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer aussi sur ces couleurs-là pour embarquer les gens dans la transition? Donc, on vient de le voir, les couleurs, ça peut être un moyen parmi tant d'autres de créer un univers émotionnel favorable au changement, mais il existe énormément d'autres méthodes. Donc, on va voir par exemple comment on crée un univers émotionnel positif avec consommateurs et usagers quand il s'agit de transition écologique. Donc là, je ne vais pas pouvoir donner autant d'exemples que je donne d'habitude en intervention, mais bon, je vais essayer de, voilà, d'en donner deux. Donc là, on s'inspire en fait d'autres industries qui n'ont rien à voir avec la transition écologique, mais que je trouve intéressantes. Reebok, par exemple, a créé une initiative Box. En fait, le but, c'était de mettre un programme dans des écoles pour promouvoir l'accès à la fitness pour les enfants de 5 à 12 ans, qui n'avaient pas forcément accès énormément au sport. Donc, même si cette initiative n'est pas directement liée à l'éco-responsabilité, ça illustre comment une entreprise peut engager une communauté dans une cause positive. Et on sait aujourd'hui que les liens sociaux et l'aspect communautaire est l'un des moteurs qui va faire qu'on va être engagé dans un changement. Donc, par exemple, vous êtes une collectivité locale, pour embarquer les citoyens dès le plus jeune âge et de manière ludique, pourquoi pas créer un programme pour les écoles ou les collèges avec un concours de sobriété, de do-it-yourself, etc. Ça peut être une idée pour embarquer les gens dans la transition. Une deuxième idée pour éduquer de manière ludique et positive vos consommateurs et usagers, ça va être par exemple de leur fournir des informations d'une manière différente. C'est pas parce que le changement climatique est un sujet grave qu'il faut en parler avec gravité et de manière dramatique. Je vous donne un exemple qui a été fait par une marque qui s'appelle Misolo Shoes, donc qui vendent des chaussures. Et eux, ils se sont dit, mais en fait, nous, nos engagements RSE, on n'a pas envie de partager un rapport hyper ennuyé où nos consommateurs vont pas comprendre ce qu'on leur dit. On va s'inspirer des étiquettes nutritionnelles des aliments et on va faire la même chose et on va les accrocher à nos chaussures. Bah, ça a énormément marché, les gens ont adoré, ils ont trouvé ça super ludique et ils ont eu envie de continuer à acheter des chaussures parce que ça leur a plu. Donc ça pourrait être, voilà, je sais pas, imaginons dans des cantines d'école ou d'entreprise, indiquer sous les plats l'impact, mais d'une manière un peu fun et originale en s'inspirant d'autres choses qui sont faites dans d'autres industries. Donc voilà deux idées pour vous montrer un peu comment on peut communiquer d'une manière un peu plus positive et créer des bonnes émotions. Maintenant, en interne, comment on peut faire? Moi, j'entends souvent des responsables RH qui me disent ah non, mais nous, on a essayé des actions, ça a créé une ambiance horrible, tout le monde était déprimé, tout le monde avait envie de se jeter par la fenêtre après tout ça. Comment on fait? Comment on fait en fait pour embarquer ses collaborateurs et que ça soit un moment quand même où ils en ressortent avec une envie d'agir? La clé, en fait, c'est d'adapter les messages de sensibilisation selon le public qu'on a en interne. Pour ça, je m'inspire beaucoup des étapes du changement. Je pense que vous le connaissez, ça, c'est une courbe du changement qui a été développée par un psychologue et psychiatre suisse qui s'appelle Kubler-Ross. Et en fait, c'est une courbe en fait, qu'on vit par exemple après un deuil ou après n'importe quel changement majeur. On traverse une phase de moments émotionnels qui vont perturber notre quotidien et notre stabilité. Et ça, quand on a le changement climatique, c'est quelque chose que les êtres humains vont vivre parce que c'est quelque chose qui va impacter énormément leur quotidien et le monde qui les entoure.
Donc l'idée, en fait, c'est d'adapter en tant que responsable RSE ou RH en interne, c'est d'adapter notre stratégie aux différents profils qu'on a. Il y a peut-être des entreprises qui sont dans une phase où ils ont accepté, ils savent qu'il y a un changement climatique et ils sont vraiment en besoin de développer des actions. Il y a d'autres personnes qui, en fait, sont totalement climato-sceptiques et qui n'ont aucune idée qu'il y a un changement climatique et ça va pas du tout être les mêmes stratégies à mettre en place. Donc, pour pouvoir embarquer tout le monde, on va voir par exemple, voilà, imaginons on a un public qui est dans la phase dépression, donc qui est vraiment en mode plus rien n'a de sens, c'est sans espoir, je ne sais pas quoi faire, etc. Là, la stratégie, par exemple, pour un responsable RH, ça va être par exemple de mettre en avant les bénéfices personnels et collectifs qu'on va tirer d'une démarche éco-responsable. Ça peut se mettre en pratique, par exemple, avec des séances de coaching individuelles. Ça peut être des interventions inspirantes d'entrepreneurs qui ont créé des initiatives positives et qui vont les remettre en fait dans une démarche de se dire, ah oui, tout n'est pas perdu, en fait, je peux faire quelque chose et je peux aller dans un moment positif. Si par exemple on a des personnes qui sont plus en phase d'expérimentation, donc qui ont totalement intégré le changement climatique et qui sont en recherche de plein de choses à mettre en place, là l'idée ça va être d'encourager l'engagement continu. Donc par exemple mettre en place des ateliers 2 tonnes qui marchent plutôt bien dans cette phase-là. Créer un réseau d'ambassadeurs climat en interne, parce que c'est des personnes qui ont envie du coup de prendre la main sur des actions à mettre en place. Donc voilà, on voit que selon le profil émotionnel qu'on a, on peut adapter les stratégies selon notre public. Donc pour conclure cette partie 1, le design, on a vu que c'était bien plus que de l'esthétique, c'est une puissante machine à créer des émotions qui peut façonner notre avenir et répondre mieux aux attentes de nos parties prenantes, à condition bien évidemment de l'utiliser intelligemment. Maintenant qu'on a exploré cette première partie, on va passer au deuxième pouvoir du design qui est comment il nous permet d'orienter et de modifier nos comportements. Cet objet que vous voyez là, je pense que vous le connaissez tous. Dès sa sortie en 2007, beaucoup ont adopté l'iPhone pour en faire un objet familier, voire intime du quotidien. 15 ans plus tard, je pense que c'est rare de trouver quelqu'un qui n'utilise pas son téléphone avec le tactile et en faisant ces gestes-là. Ce concept de standard qui s'impose naturellement à tous, c'est ce qu'on appelle le dominant design, le design dominant d'un secteur. Le design dominant d'un secteur, c'est une configuration particulière d'un produit qui va s'imposer comme la norme sur le marché et souvent au détriment des designs concurrents. Et ça va s'établir vraiment comme un standard de l'industrie qui va influencer à la fois la recherche, la production et la consommation. Je vais vous donner des exemples de design dominant pour que vous puissiez tout de suite comprendre ce que c'est. Le clavier QWERTY. Ce design de clavier, c'est pas nécessairement le plus efficace, mais c'est devenu un standard mondial. C'est difficile de trouver un clavier qui ressemble pas à ça et qui a pas une barre d'espace, une touche entrée. Ça, c'est un design dominant. Le vélo, c'est un design dominant. Ça fait des années qu'on ajoute des innovations, etc. Le fait est qu'il garde toujours les mêmes composants depuis des décennies, deux roues, un cadre en triangle, une chaîne, des pédales. C'est un design dominant. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des innovations qui sont en train de se mettre en place dans énormément d'industries, avec des innovations de produits, voire de services éco-responsables. Le problème, c'est qu'ils ont des difficultés à être adoptés massivement sur le marché et de manière naturelle. L'iPhone, on n'a pas forcé les gens à l'utiliser. C'est devenu naturel. On l'a utilisé parce que le design était tellement bien fait que c'est entré dans nos comportements. Comment on fait ça avec des produits éco-responsables? Là, par exemple, j'étais intervenue dans un salon sur les packaging, donc à Porte de Versailles. Et en fait, il y a plein de gens, il y a plein de startups et d'industries qui créent des produits de packaging éco-responsables, par exemple pour éviter le gaspillage, qui sont recyclables, etc. Et en fait, ils se demandent comment on fait pour que ça soit adopté naturellement par l'ensemble de la population. Ben, pour ça, en fait, il y a des critères de réussite à respecter pour que ces produits, ou c'est applicable aussi à des services, pour que ça devienne des standards du marché. Le premier, c'est la fonctionnalité supérieure. Donc, ça veut dire qu'en fait, le produit ou le service doit offrir une véritable amélioration par rapport aux options existantes. Je vous donne un exemple d'une innovation qui n'a pas respecté ce critère-là, c'était le Segway. Certes, c'est un moyen de transport unique technologiquement avancé. Le fait est qu'il est moins pratique qu'une bicyclette pour les longues distances et il est moins maniable que la marche à pied pour des distances courtes en milieu urbain. Ce qui fait que c'est une innovation qui n'a pas été adoptée de manière naturelle par le marché. Donc, par exemple, si vous développez un nouveau système de mobilité douce pour vos usagers dans vos villes ou dans vos organisations, posez-vous cette question. Est-ce que la valeur perçue par l'usager va être supérieure aux moyens qu'il a actuellement de transport d'utiliser?
Ma phrase n'était pas française, mais voilà, vous avez compris l'idée. Deuxième critère, la facilité d'utilisation. Le design doit être intuitif et accessible au plus grand nombre. Donc, si l'utilisateur ne comprend pas immédiatement comment elle fonctionne, votre design ne deviendra pas un standard du marché. Par exemple, Google Glass, c'était les lunettes connectées de réalité augmentée de Google. Elles ne répondaient pas à ce critère parce que c'était trop difficile à utiliser. Bah, ça n'a pas été utilisé, ça n'a pas été développé ni acquis dans les usages des consommateurs. Donc, on voit bien que même un acteur comme Google, quand on ne respecte pas un critère pour devenir un design dominant, bah, finalement, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de tous les critères par rapport au temps, mais il y a d'autres critères qui sont importants, c'est le coût-efficacité. Ça doit être facilement déployable à la fois pour les industries, mais aussi pour l'utilisateur, ça ne doit pas être trop cher à mettre en place. Compatibilité, le design doit être compatible avec des systèmes et des produits existants. Donc, par exemple, vous mettez un nouveau service de mobilité dans vos villes. S'il n'est pas compatible avec les autres services qui sont autour, le système d'abonnement, etc., ça ne sera pas utilisé par vos usagers. Adaptabilité, ça veut dire que le design doit s'adapter aux besoins changeants des consommateurs et aux avancées technologiques. Donc, vraiment être dans une démarche de flexibilité. Donc voilà pour le design dominant. Ça peut vous aider à développer des stratégies intéressantes dès que vous cherchez à développer un service ou un produit éco-responsable et que vous voulez que ce soit adopté de manière naturelle sur le marché. Évidemment, là, ce sont des grosses stratégies, mais il y a des petites techniques aussi, si vous voulez enclencher des changements de comportement de manière naturelle. Ça, je pense que vous avez tous connaissance de ce que c'est. Ce sont les nudges. Donc, les nudges, c'est des petits coups de pouce qui visent à orienter les décisions des individus de manière subtile plutôt que par la contrainte. Donc, en fait, ça vient travailler sur des biais cognitifs et des tendances comportementales pour encourager des comportements en particulier. Donc, je vous donne un exemple. Un des nudges les plus célèbres, c'est celui de l'aéroport d'Amsterdam. Ça consistait tout simplement à coller un sticker de mouche au fond des toilettes des hommes pour que ces personnes orientent mieux leur jet d'urine. Et ben, en fait, le résultat, c'est que les factures de nettoyage ont diminué de 80%. Donc, on voit bien que c'est un nudge qui a énormément marché. Donc, c'est le plus connu, en fait, parmi les nudges. Il y en a un autre que je peux vous montrer, c'est des villes qui ont mis en place des espèces de notes de piano sur les escaliers pour encourager les gens à faire du sport, à prendre les escaliers plutôt que l'escalator. Et comme c'était fun et ludique, ben, les gens ont tout de suite beaucoup plus pris les escaliers. Et en fait, les nudges, ça vient, je vous disais, répondre à des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, c'est comme des petits raccourcis mentaux que notre cerveau emprunte, parfois au détriment de choix plus rationnels. Et en fait, ces biais cognitifs, il y en a plus de 250. Donc là, vous voyez un petit peu, c'est le codex des biais cognitifs. Et pourquoi je vous parle de ça? Ben parce qu'en fait, comment en fait on peut mettre en place des nudges qui vont encourager des comportements éco-responsables? Donc, je vais vous en montrer seulement deux aujourd'hui pour des raisons de temps. Mais par exemple, le premier, on peut travailler sur le biais de l'inertie. Le biais de l'inertie, en fait, c'est le fait que les gens ont tendance à s'en tenir aux options par défaut parce que ça demande trop d'efforts mental, voire physique, pour faire un choix différent de leurs habitudes. Donc, quel nudge on va mettre pour venir répondre à ce biais de l'inertie? On va mettre en place le nudge de l'option par défaut. Il s'agit de modifier le choix par défaut pour orienter les gens de manière naturelle vers l'option vers laquelle on a envie qu'ils aillent. Je vous donne un exemple très simple, c'est le don d'organes. Aux États-Unis, le choix par défaut, c'est de ne pas donner ses organes. Si les individus ont envie de le faire, ils doivent faire l'effort de dire je veux être donneur d'organes. À l'inverse, en Belgique, c'est l'inverse. Tout le monde est donneur par défaut et si on ne veut pas donner ses organes, il faut faire la démarche. Bah, la différence, c'est qu'aux États-Unis, on a 28% de donneurs d'organes, alors qu'en Belgique, on en a plus de 90%. Donc, on voit l'impact de ça. Il y a une étude qui a été faite aussi récemment, par exemple, sur des séminaires d'entreprise par des chercheurs. Alors, je ne sais plus de quelle université, mais je vous le dirai si vous voulez après cette conférence. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un séminaire d'entreprise et pour le repas du midi, au lieu de dire que c'était un repas avec viande, ils ont dit c'est un repas végétarien par défaut. Si les collaborateurs veulent manger de la viande, ils doivent l'indiquer dans un questionnaire, je veux rajouter du bœuf ou du poulet. Ben, et ils ont fait l'inverse avec l'option où la viande était par défaut et si on voulait une option végétarienne, il fallait faire l'inverse. Ben, en fait, il y a eu 80% de personnes qui ont mangé végétarien quand l'option végétarienne était par défaut, alors que c'était 20% dans l'autre cas. Donc on voit vraiment l'impact assez incroyable que peut avoir ce nudge-là.
Deuxième biais qui est intéressant. Ah non, pardon, j'ai oublié de vous donner du coup les exemples, je reviens en arrière. Un exemple sur un nudge éco-responsable. Donc, par exemple, avec vos consommateurs et vos usagers, vous avez un site de vente en ligne. Ben, proposez l'option éco-responsable, donc de livraison pardon, éco-responsable, donc livraison longue par défaut. Et si les gens veulent la livraison express, donc qui va consommer plus de carbone, ils doivent l'indiquer. Donc ça peut être une manière de mettre en place ce nudge. Par exemple, avec vos collaborateurs en interne, vous réglez l'impression recto-verso par défaut. Bah, les gens vont avoir plus tendance à utiliser un recto-verso si c'est déjà l'option par défaut. Donc voilà, c'est juste deux petites idées comme ça, mais vous aurez sûrement après cette conférence plein d'autres idées de comment appliquer ce nudge-là de manière facile et rapide. Deuxième biais sur lequel on peut travailler, c'est le biais de renforcement positif. Ce biais-là, ça veut dire qu'on a tendance à répéter un comportement s'il a été immédiatement suivi de conséquences positives. Je pense que vous connaissez tous les applications Duolingo, Candy Crush, etc., qui vous disent bien joué, tu as réussi ce niveau, etc., et qui nous donnent envie de revenir parce que ça vient créer de la dopamine. Ben ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi pour encourager des comportements éco-responsables. Par exemple, avec vos consommateurs, vous avez un usager qui utilise un transport en commun ou un covoiturage par rapport à un véhicule individuel. Vous lui envoyez peut-être une notification ou un petit mail avec, bah voilà, tu as consommé tant de GES en moins par rapport à si tu avais pris un véhicule individuel. Je vous donne l'exemple de SNCF qui fait un peu ça avec maintenant les rétrospectives de l'année, un petit peu comme Spotify où chaque année, on reçoit en fait les kilomètres qu'on a fait, les émissions qu'on a évitées. Ça, c'est justement un exemple d'un biais d'un nudge de feedback positif qui donne envie en fait aux gens de revenir utiliser le train. Avec vos collaborateurs, par exemple, vous pouvez créer un système de récompense pour le covoiturage ou la mobilité douce, justement pour récompenser ce comportement et lui donner envie de répéter ce comportement-là. Donc voilà, on a vu deux nudges qui étaient possibles à mettre en pratique, mais évidemment, il y a des limites. Donc je vais aller très rapidement là-dessus. Éviter l'effet rebond, parce que l'utilisation de nudge peut parfois entraîner des comportements opposés à ceux escomptés. Je vous le disais, par exemple, vous récompensez quelqu'un pour l'achat d'un produit éco-responsable, bah, ça peut encourager les gens à acheter encore plus, donc la surconsommation. Donc, éviter de cet effet rebond-là. Il y a aussi le paternalisme et l'éthique, parce que même si les nudges sont conçus pour être doux et non intrusifs, parfois ils peuvent être perçus comme manipulatoires. Donc, il faut vraiment bien les encadrer et bien être transparent sur la démarche que vous êtes en train de mettre en place pour éviter ces effets-là. Donc voilà, on a fini le deuxième pouvoir du design. Donc on a vu, il permet de créer des émotions positives, de modifier les comportements, mais son troisième et je dirais son plus grand pouvoir, c'est de placer l'humain au centre de tout. Avec 200 millions d'utilisateurs, Netflix, c'est l'acteur qui a révolutionné la façon dont on consomme les contenus audiovisuels. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'hyper-personnalisation. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est la page d'accueil Netflix de mon copain. Des couleurs assez sombres, des titres d'une spécificité assez incroyable, films pour amateurs de jeux vidéo ou encore séries post-apocalyptiques. Et ça, c'est le mien. Des tons beaucoup plus doux et entre Notting Hill et Love Actually, on n'est plus vraiment sur une ambiance post-apocalyptique. Et la personnalisation, en fait, sur Netflix, elle va tellement loin que les designers de Netflix vont créer plusieurs vignettes pour un seul et même contenu. C'est ce qu'on voit ici avec la série Stranger Things. En fait, ils vont mettre avant l'une ou l'autre des images selon le profil de la personne qui est en train de regarder pour lui donner envie, justement, de regarder encore plus parce que ça correspond à ses envies et à ce qu'il aime regarder. Aujourd'hui, l'approche éco-responsable, elle n'est pas tellement personnalisée. Elle a tendance même à nous considérer tous égaux. On nous demande d'agir vite, avec la même envie et avec les mêmes moyens. Le fait est que nous sommes tous différents et nous avons tous nos propres moteurs pour changer. Certains vont changer leurs habitudes pour leur santé, d'autres pour être de meilleurs citoyens, d'autres encore pour faire des économies à la fin du mois. Et toutes les alarmes du monde auront beaucoup de mal à lutter contre ce qui fait notre nature et notre individualité. Et c'est pour ça que la stratégie RSE qu'on met en place avec ses clients et ses collaborateurs doit vraiment s'adapter à la psychologie et au moteur de motivation de chacun. Et d'ailleurs, pour appuyer ces propos, il y a une étude qui est sortie donc, dans le dernier baromètre Greenflex ADEME, c'est qu'on voit que finalement, aujourd'hui, il y a presque autant de gens qui vont adopter des habitudes éco-responsables pour leur santé et leur bien-être que pour la planète. Donc, quand on va leur parler,
on va peut-être pas mettre en avant, tu vas sauver, tu vas réduire tant de CO2, tu vas sauver la biodiversité, etc. Mais on va peut-être leur dire, ah bah toi par exemple, tu vas éviter d'avoir des cancers plus tard, tu vas te sentir mieux dans ton corps, tu vas te sentir mieux dans ton esprit. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, il faut identifier vraiment quels sont les moteurs de changement de différentes personnes, santé, bien-être, planète, économie, etc. Et en fait, il y a tellement de profils différents face à la transition écologique. Il y a Destin Commun qui a mené une étude auprès de 4000 personnes sur leur rapport à l'environnement. Et ils ont identifié 6 profils différents. Donc, on a les militants désabusés, les stabilisateurs, les libéraux optimistes, les attentistes, les laissés-pour-compte, les identitaires. Et ce que je fais normalement dans les conférences que je fais, c'est qu'on prend différents profils et on analyse ensemble quelle stratégie de communication on peut mettre en place avec eux, quelle stratégie d'engagement RSE, du coup, on met en avant pour un profil plutôt qu'un autre. Je vous donne un exemple. Les militants désabusés, c'est des personnes qui vont être extrêmement exigeants sur les engagements des organisations. Ils veulent pas seulement voir sur un packaging ce produit est recyclable, ils vont vouloir attendre des labels, être des marques qui sont certifiées B Corp, qui ont mis en place des chartes RSE, etc. Ils vont vraiment être très pointilleux là-dessus, alors que les stabilisateurs, c'est plutôt des personnes qui veulent agir pour la planète, mais plus pour leurs petits-enfants, et qui finalement, l'aspect éco-responsable de la marque doit plus être glissé un peu comme un petit plus, mais finalement, pas, que ce soit pas la chose centrale, parce que c'est des personnes qui sont bien ancrées dans leurs habitudes et qui n'ont pas envie du jour au lendemain de se dire, oh là là, la marque que j'adore et que j'utilise depuis 20 ans est devenue écolo, ça sera peut-être pas efficace, etc. Donc, on voit finalement qu'il y a différentes approches à avoir selon la personne avec qui on est en train de parler. Donc là, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais déjà, ça vous donne une petite idée de comment personnaliser l'approche. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça si on veut vraiment que l'écologie, la transition écologique devienne virale dans le monde et dans toutes les organisations et chez vous aussi? Il faut utiliser les 3 pouvoirs du design, créer des émotions, modifier les comportements et placer l'humain au centre parce que grâce au design, on peut créer un monde où finalement chacun s'épanouit et retrouve du sens dans sa vie en s'appropriant la démarche éco-responsable pour en faire la sienne. Et je finirai par cette petite phrase. Nous avons tous les pouvoirs du design en nous, et pour reprendre une citation de Spider-Man que j'adore, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc je finis là-dessus. Je vais laisser la parole à Eva, mais avant de partir, moi, en dehors de mes activités, je lance une newsletter où justement je vais essayer d'aborder un petit peu toutes mes trouvailles sur la psychologie, les changements des comportements et l'écologie désirable. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous partagerai généreusement mes trouvailles progressivement au cours de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse le QR code et puis je vais laisser la main à Eva, si ça te va, avec cette petite rime. Merci Cassandre. Alors attends, Joli. Je vais je arrêter récupère le mon contrôle. Hop, yes. ça marche. Alors attends, pas encore. Ah ok, c'est bon. Alors enchantée, moi je m'appelle Eva Voyon, je suis consultante en innovation indépendante et je suis doctorante sur le thème du design de transition. Si ça vous parle pas trop, c'est normal, je définirai ça juste après. Et pour ce qui est de mon expérience, j'ai 6 ans d'expérience en conseil en innovation. Ma dernière expérience était chez Frog Design et mon sujet de thèse, du coup, c'est le design des transitions avec et pour les organisations. Et en fait, ce que j'explore, c'est toutes les méthodologies et les médias qu'on peut mettre en place pour aider en fait les organisations à opérer cette transition environnementale et sociale. Alors, les slides ne passent pas. Cassandre, je sais pas si c'est... Ah, non, ok. Donc, peut-être, pour commencer, on pourrait essayer de définir le design. Donc, vous l'avez vu avec Cassandre, il y a énormément de pouvoir du design. Si on revient d'un point de vue un peu académique sur cette définition, il y a une définition que j'aime particulièrement, c'est celle de Herbert Simon, qui a essayé de comprendre en fait le design comme en étant comme étant une science comme une autre. Et sa définition du design, c'est que en fait, designer, donc concevoir en français, c'est élaborer des plans d'action qui visent à transformer des situations existantes en situations préférées. Si on prend, peut-être d'un point de vue moins académique, le dictionnaire Larousse, ils définissent le design comme étant une discipline qui vise à l'harmonisation de l'environnement humain
depuis la conception des objets visuels jusqu'à l'urbanisme. Donc on voit que c'est quand même assez global, que le design peut toucher à tout, entre guillemets. J'arrive pas à passer les slides. Ok. Et justement, du coup, si on essaye de voir plus précisément ce que permet de faire le design, on a différents niveaux en fait du design qui vont de l'esthétique à la stratégie. Donc ça reprend ce que vous avez vu précédemment avec Cassandre. On peut en fait dans une organisation juste ne pas utiliser le design, et c'est souvent le cas. On peut l'utiliser comme esthétique. Et donc, du coup, c'est en fait rendre les choses belles, désirables d'un point de vue plus esthétique. On peut utiliser le design comme un processus. Donc là, en fait, plutôt pour la méthodologie du design, qui consiste notamment à intégrer les différents utilisateurs, à faire participer en fait toutes les parties prenantes. Et on peut aussi utiliser le design plus comme stratégie. Et donc là, en fait, croiser à la fois un côté vision et un côté conception pour permettre une transformation des organisations. Et pourquoi en fait on parle de design quand on parle de transition? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. En anglais, ça s'appelle les wicked problems. En français, on pourrait le traduire par soit les problèmes méchants, soit des problèmes complexes. Et en fait, c'est le fait que aujourd'hui, les problèmes auxquels on fait face, que ce soit en fait des changements climatiques, des pandémies, la pauvreté, la pollution, en fait, c'est des problèmes qui sont interreliés les uns avec les autres. Et donc, en fait, ceux qui ont défini ces problèmes complexes, c'est Horst Rittel et Melvin Weber. Et ils ont défini 10 critères de ces problèmes méchants, problèmes complexes. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de définition qui soit claire. Il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas de fin claire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on va se dire, ah, c'est bon, il n'y a plus de maladies dans le monde, il n'y a plus de faim dans le monde. Il y a des conflits de valeurs, c'est-à-dire que en fait, sur un sujet, on peut avoir des perspectives qui sont différentes, qui peuvent être tout aussi valables. Il n'y a pas de vérité absolue. On a en fait de nombreuses parties prenantes. En fait, s'il y a juste une organisation qui s'attaque à ce problème, sans doute que ça suffira pas. On a des solutions qui sont irréversibles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on change quelque chose, on va avoir un effet en chaîne, un peu un effet papillon, qui va avoir des conséquences sur tous les autres problèmes, et donc du coup qui va modifier l'écosystème dans lequel on agit. On a des effets en cascade, des solutions qui sont partielles. Voilà, on n'est pas Bruce tout-puissant, on ne peut pas attaquer ces sujets dans leur ensemble. On a des urgences et des importances qui sont variables entre ces différents problèmes et on a en fait un apprentissage continu. Donc, dans notre compréhension du problème, au fur et à mesure qu'on essaye de traiter le problème, on va en apprendre de plus en plus et en fait, ce problème va prendre un nouvel écho et donc, du coup, on va pouvoir lui apporter d'autres réponses. Et donc, pourquoi en fait le design est important pour ces problèmes complexes? C'est justement parce que en fait, le design ne va pas apporter une solution unique. On n'est plus dans une résolution de problèmes classiques, mais en fait, le design va permettre de pouvoir analyser les besoins des parties prenantes et de décortiquer ces problèmes pour pouvoir en fait concevoir des solutions qui sont vraiment adaptées à ces problèmes qui sont vraiment interliés. Et c'est justement ce qu'on voit, pardon, et c'est justement ce qu'on voit quand on regarde l'évolution du design à impact ou du design durable. Je ne sais pas si vous voyez sur le graphe, mais de toute façon, vous aurez les slides. Mais en fait, on voit que dans les années 90, on était plutôt sur de l'éco-design. Donc, en fait, on se concentrait plutôt sur l'échelle du produit et comment rendre ce produit plus durable d'un point de vue environnemental. Et en fait, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que sans doute que l'aspect environnemental était assez lié à l'aspect humain. Et donc, du coup, on s'est plutôt dirigé vers le produit, mais aussi le service. Et donc là, on est passé à plutôt ce qu'on appelle un product service system level, donc une interliaison entre le produit et le service, avec des nouvelles méthodologies qui viennent appuyer ça. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, on était dans des environnements qui étaient de plus en plus écosystémiques et donc qu'on interagissait plutôt avec en fait des systèmes socio-techniques. Et donc là, on a eu tout ce qui est design, enfin innovation sociale et du coup design social. Et plus récemment, du coup depuis 2010, on a l'apparition de nouvelles méthodologies qu'on appelle du coup du design pour les innovations systémiques ou design de transition, qui viennent intégrer
donc le côté à la fois social et le côté environnemental, et qui viennent vraiment prendre en compte, comme on le voyait avant, les problèmes complexes, et donc du coup essayer d'agir avec l'ensemble des parties prenantes et d'essayer en fait de mieux encadrer les problèmes et voilà, de réfléchir de manière plus globale. Très concrètement, ça s'analyse par des méthodologies. Donc là, c'est une parmi différentes méthodologies de design de transition. C'est celle de Terry Irwin, qui date de 2015. Et elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, le design ne peut plus se concentrer que sur des nouveaux modes de conception. En fait, pour designer une transition, on doit avoir 4 grandes démarches qui sont en fait faites plus ou moins en parallèle, ou du moins on a des retours entre ces étapes. Une étape qui est la vision pour la transition. Donc, du coup, se projeter. Donc là, c'est tout ce qui est plutôt de l'ordre de la prospective, faire du backcasting, donc c'est-à-dire se projeter dans une vision à long terme et essayer de faire le plan d'action un peu à reculons, enfin, dans l'autre sens, la rétroaction. Les théories du changement. Donc là, c'est en fait comment on accompagne une organisation pour qu'elle soit prête à changer en fait ses comportements et qu'elle soit prête en fait, à lancer des initiatives pour la transition. Donc là, c'est plutôt en fait des compétences qui sont organisationnelles. La posture et l'état d'esprit, c'est comment on fait en sorte que les gens, justement, en passent de ce côté désespéré, il n'y a rien à faire, à OK, j'ai envie d'agir. Et donc, du coup, en fait, ça, c'est plutôt pour les collaborateurs, leur redonner l'espoir et les mettre dans une posture plutôt d'action qui est donc du coup cette étape assez liée aux théories du changement. Le théorie du changement, c'est plutôt d'un point de vue organisationnel et la posture et l'état d'esprit, ça va être plutôt de l'ordre de la psychologie. Et après, les nouveaux modes de conception, c'est là où on va concevoir de nouvelles solutions. C'est pas forcément des innovations en rupture qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Ça peut être en fait juste revenir à certains produits qui fonctionnaient. Et donc là, c'est tout ce qui est, ça peut être des méthodes justement d'éco-conception, ça peut être des approches plus, par exemple, méthode CK, où on va essayer vraiment de réinventer l'objet pour pouvoir adapter les aspects plutôt durables, ou ça peut être plus des approches type design thinking, on va essayer de mieux comprendre les besoins des utilisateurs. Donc là-dedans, il y a une diversité de méthodes, et un peu comme une boîte à outils, ça va dépendre en fait des besoins qu'on a et on va aller piocher dans ces différentes approches. Oups là. Ok. Ok. Il y a une partie qui ressort particulièrement, c'est la partie vision. En fait, aujourd'hui, il y a un rôle des narratifs dans le développement durable qui est indéniable. Comme on vous le disait tout à l'heure, en fait, tout le monde veut agir, mais la réalité, c'est que les raisons qu'on met derrière notre action, il y en a plein, et que du coup, il faut pouvoir se projeter dans une vision qui est désirable. Quand on regarde, ça s'illustre avec deux faits. Le premier, c'est les rapports en fait du WBCSD. Donc, c'est en fait une organisation qui fait des recommandations sur les actions des business pour la transition. Et on voit que leur premier rapport, enfin l'un des premiers rapports en 2000, dans les années 2000, c'était sur l'efficacité écologique, donc comment on crée de la valeur, et comment on réduit notre impact. Puis après, c'était sur l'évaluation du risque. Et on voit qu'en 2010, leur vision à 2050, c'est plutôt sur la vision et comment, du coup, on transforme ces visions-là. Côté rapport du GIEC, alors, j'ai pas compté à la main, j'ai fait l'analyse. Le mot narratif apparaît 38 fois. Vous pourrez me dire qu'il y a 600 pages, donc tout est relatif, mais c'est quand même pas rien. Et notamment, on voit que une citation, c'est les récits et la narration sont essentiels pour réaliser des avenirs locaux à 1,5 degré, car ils créent un espace pour l'intervention, la délibération, la co-construction du sens, l'imagination et les voies souhaitables et dignes. Il cite une référence académique pour ça. Mais donc, du coup, il démontre que ces narratifs sont indispensables si on veut amener en fait, les gens à changer de comportement. Alors, ça a sauté. Hop. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces narratifs, ils sont vraiment ancrés dans nos sociétés. Et ça, un peu comme le nudge, en fait, c'est ancré dans notre psychologie. On est 22 fois plus à même de retenir une histoire que n'importe quelle autre communication. Et on voit d'ailleurs dans les années 60 que, en fait, pour essayer de comprendre nos sociétés,
des psychologues et des sociologues ont fait ce qu'ils appellent le tournant narratif. Donc, c'est le cas, par exemple, de Roland Barthes. Et ils ont essayé de comprendre les récits qui sont ancrés dans nos sociétés pour essayer d'analyser comment on se comporte et comment on peut changer certains comportements. Ok. Et justement, du coup, le réchauffement climatique, c'est une histoire comme une autre. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu le jour d'après. Je ne sais pas si vous avez vu ce film incroyable. C'est peut-être pas une référence incroyable, mais c'est un peu ce discours-là qu'on a aujourd'hui sur le fait que il y a une urgence. C'est un peu comme si on se réveillait un matin et que là, on se rendait compte que c'est déjà presque un peu trop tard. On voit déjà les effets du réchauffement climatique. Là, on vous a mis quelques extraits à la fois de presse et des screenshots de films. C'est un peu comme Look Up, ce film qui est sorti récemment, où en fait, il y a cette urgence. On voit que ça nous tombe dessus, mais en fait, passer à l'action, c'est très difficile. Et donc, du coup, on est un petit peu tiraillé entre ce qu'on voit, donc des incendies, là par exemple, les images de la tempête là, qui touche la Californie, et la prise de conscience et le passage à l'action. Et aujourd'hui, face à ce récit dominant, on a un peu trois grandes histoires. Donc, on a une première histoire qui est divergente. Donc, la rébellion des jeunes, c'est le fait que de plus en plus, les jeunes essayent de passer à l'action et donc, du coup, essayent de faire entendre leur voix. Et on voit qu'il y a particulièrement des personnes anxieuses par rapport au climat dans les populations plus jeunes. La deuxième histoire dominante, c'est Robocop. Donc là, c'est un peu Elon Musk, si vous voulez. C'est le technosolutionnisme. C'est se dire, mais en fait, vous inquiétez pas, on va trouver un chat GPT ou une solution technologique incroyable qui va résoudre tous nos problèmes. Et donc, finalement, c'est pas si urgent. On n'est pas obligé d'arrêter de consommer parce que voilà, on va s'en sortir. La troisième histoire, c'est 7 ans au Tibet. Donc là, c'est la prise de conscience et le fait d'essayer de relier du coup cette prise de conscience écologique à tout ce qui est plutôt ralentissement, yoga, reconnexion avec soi-même. Voilà. Donc du coup, d'associer cette écologie euh, physique, si on veut, à une écologie de soi. Et qui sont en soi des histoires du coup qu'on entend très souvent. C'est peut-être pas les seules, mais c'est celles qui dominent pour l'instant face à ce genre d'après. Et sans doute que ces histoires aujourd'hui font un peu flop pour différentes raisons et vous en rendez sur mon compte, mais du coup on a 56% des jeunes qui pensent que le monde est condamné. Et aujourd'hui, les produits qui sont marketés comme durables ne représentent encore que 17% des parts de marché total. Donc on voit que en fait, les gens continuent de consommer des produits qui ne sont pas forcément durables, même s'il y a une volonté d'action. Et là, du coup, cette image-là, c'est des personnes à New York qui font un cours de yoga sur un rooftop face à cette espèce d'énorme nuage de fumée qui vient en fait des incendies qui ont eu lieu en fait en juin 2023. Et en fait, ce que ça illustre, c'est cette espèce de poursuite de l'individualisme face à l'urgence. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas, ça ne matche pas. Donc, ce à quoi on a réfléchi avec Cassandre, c'est ce qu'on a appelé les transhistoires. Le fait que, en fait, sans doute, que d'autres narratifs peuvent exister et que ça nous permettrait d'arrêter de zapper l'action climatique. Et donc, ces nouveaux narratifs, on n'aura pas le temps de rentrer en détail dans chaque narratif, mais on en détaillera deux. Donc, du coup, on a les trois dominants et on a 5 propositions de nouveaux narratifs qui existent déjà un petit peu, on les constate, mais qui ne sont pas forcément déployés à grande échelle par les organisations. Le premier narratif, c'est Rick et Morty. Donc,
ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série, enfin, en plus un peu un dessin animé, et c'est ce qu'on a appelé les utopies chaotiques. Donc ça, typiquement, si vous voulez un projet qui illustre ça, c'est Copenhague. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la piste de ski sur une usine. C'est en fait ce côté un peu désordonné en fait, d'un futur, voilà, où en fait, c'est un peu futuristique mais rétro, c'est un peu marrant, c'est un peu, voilà, tout un peu en désordre, mais du coup, auquel on s'attache. Et donc, du coup, on a envie d'aller tester ces solutions parce qu'elles sont un peu intrigantes. Le deuxième narratif, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Donc là, j'imagine qu'il y a plus de monde qui voit de quoi je parle. Et donc là, je rentrerai plus en détail sur celui-là après, mais c'est le côté communauté et tradition. Donc revenir plus à l'action locale, donc l'action par les régions, l'action par des groupes, des communautés en local, voilà, qui lancent des actions et qui vont pouvoir interagir en direct avec leur écosystème. Le troisième narratif, c'est Plus belle la vie. Donc là, c'est en fait, comme on vous disait tout à l'heure, rendre l'écologie un standard. Donc là, c'est juste normaliser, comme il y a plein d'autres sujets qui ont été normalisés, et faire que l'écologie et donc l'action climatique, ça soit une habitude comme une autre. Le quatrième récit, c'est Narnia. Donc là, c'est plutôt voir ça comme une aventure épique. Et donc en faire une espèce de lutte, mais plutôt inspirante parce que on se bat contre quelque chose, mais qu'on est ensemble et que du coup, on a une espèce de bataille, de grand récit, de grande aventure. Et le dernier, et on reviendra dessus, c'est Bruce Tout-Puissant. Donc là, c'est plutôt s'appuyer sur le fait que l'individualisme est là dans nos sociétés, et donc mettre les personnalités comme moteur dans le changement. Donc, pour rentrer en détail, sur Bienvenue chez les Ch'tis, on vous a mis pareil des extraits de films et des extraits de coupures de presse. Donc là, si vous voulez des exemples, c'est manger local, les lycées continuent de s'engager. Donc, c'est voilà, des lycées qui s'engagent, des régions, des communautés. Si on veut voir sinon dans les films, c'est typiquement dans Avatar où ils protègent leur environnement direct. Et donc, c'est aussi remettre en fait au centre des connaissances indigènes ou locales qu'on aurait perdues pour pouvoir préserver au mieux notre environnement. Alors là, vous avez vu que c'était collaboratif. Un autre, du coup, qu'on peut voir ensemble, c'est Bruce Tout-Puissant et donc mettre les personnalités comme moteur. Et donc là, on voit ça tous les jours, en fait, dans les médias. C'est aussi bien Zac Efron avec le reportage Les Pieds sur Terre que Jean Covici, que tout simplement Greta Thunberg. Donc voilà, c'est en fait être inspiré par des personnalités fortes qui vont pouvoir initier du changement et qu'on va suivre. Donc tout ça, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était particulièrement utile dans un atelier. À quel moment, en fait, on s'est dit que souvent, quand on fait des bilans carbone, il y a en fait le bilan carbone et après, il y a ce qu'on en fait derrière. Et très souvent, c'est un peu démotivant quand on voit que on a énormément de choses à changer et beaucoup de réductions à faire. Et donc, ça peut être parfois un peu difficile de motiver et d'engager ces parties prenantes. Et puis de trouver tout simplement des types d'actions qu'on peut mettre en place. Du coup, l'objectif de l'atelier, en fait, c'est de croiser des pistes qu'on a suite au bilan carbone avec des nouveaux narratifs pour, premièrement, tout simplement remotiver les équipes, se dire ok, c'est pas foutu, c'est pas le jour d'après, voilà, on peut encore faire des choses et on peut encore être inspiré, être inspirant pour l'entreprise. Le deuxième objectif, c'est en fait pouvoir se projeter sans avoir forcément un sentiment de contrainte, pouvoir se dire, voilà, on a d'autres visions possibles. Le troisième, c'est pouvoir concevoir en fait des premières solutions. Évidemment qu'à la suite d'un atelier, on ne va pas sortir avec les solutions qu'on mettra directement en application, mais on aura des premières briques pour après pouvoir faire une vraie stratégie en fait de transition. Et ensuite, pouvoir en fait commencer à prioriser les actions qu'on voudrait avoir en incluant les différentes parties prenantes.
Et voilà, et initie en fait plus largement une stratégie de transition. En termes de durée, ça dépend évidemment du nombre de participants, des enjeux pour l'entreprise. On sait que souvent, c'est des ateliers plutôt de 2 heures suite au bilan carbone, donc ça peut s'adapter. Ça peut être plus s'il y a plus de personnes à impliquer et qu'il y a une ambition beaucoup plus forte, mais voilà, c'est adaptable. Un exemple, peut-être pour rentrer un peu plus dans du concret, ça serait, imaginons, un groupe de travail en fait sur les intrants de vin et matières et le récit Bienvenue chez les ch'tis. Ça paraît très ésotérique dit comme ça, mais le but, c'est vraiment en fait de forcer l'idéation en croisant des choses qu'on n'aurait pas intuitivement croisées. Et en fait, ça, c'est ce qu'on fait très souvent dans des ateliers d'idéation, pas forcément sur la transition. Mais du coup, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça va forcer en fait des réflexes de conception. Et donc là, si on essaye de croiser les deux, bah, tout simplement, ça peut être pour les intrants dans la matière, du coup, d'aller essayer de se sourcer en local. Et donc, pourquoi pas d'essayer d'impliquer en fait une communauté agricole, voilà, des communautés locales qui pourraient en fait venir nous aider. Un autre exemple, du coup, si on prend un groupe de travail sur les déplacements domicile-travail et le récit plus puissant, donc là, l'idée, ça serait en fait de mettre au centre l'individu et du coup de proposer plutôt des logiques un peu de soit de concours, soit en fait voilà de gamifier en fait l'engagement. Et donc du coup d'avoir un concours où bah je sais pas, c'est par exemple le commercial qui a généré le plus chiffre d'affaires en émettant le moins d'émissions qui gagnent un avantage, ou ça pourrait être faire intervenir en fait une personnalité influente comme par exemple un sportif, pour essayer d'inspirer les équipes. Donc remettre l'individu au centre et son action, et puis du coup mettre en place une compétition saine pour que les uns et les autres s'encouragent ensemble. Quelques idées de livrables, parce que ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Quand on fait ce type d'atelier, ce avec quoi on peut ressortir, c'est des fiches concept. Donc là, c'est par groupe, on va croiser ces pistes à l'issue du bilan carbone et ces différents récits. Et donc, on va essayer de concevoir des premiers concepts d'action. Ces concepts d'action, ça peut être un produit, un service, ça peut être en fait une démarche de communication au sein de l'entreprise. Voilà, donc ça peut prendre différentes formes. Et le but, c'est à la fois d'avoir le concept et de commencer à visualiser ce concept pour qu'en fait, en ressortant de l'atelier, on puisse inspirer de l'action auprès de ses collaborateurs et que ça ne reste pas lettre morte. Le deuxième livrable possible, c'est justement ces supports de communication. Donc là, on vous a mis un exemple, par exemple le magazine 2050 de votre entreprise, mais c'est en fait reprendre ces récits et les adapter pour produire des visions et donc du coup faire ce que vous avez fait dans l'atelier et l'insuffler à vos collaborateurs. Et après, bah, le troisième livrable, c'est plutôt des scénarios de futur. Et donc ça, c'est plutôt dans une démarche un peu plus long terme, de faire vraiment une stratégie de transition et que cet atelier, en fait, s'en sert comme la première brique où on aura commencé à brainstormer sur des solutions, à voir les récits qui paraissent les plus pertinents aussi par rapport à nos enjeux. Et voilà, et donc du coup, vraiment de lancer cette transition. C'est tout pour moi sur cet atelier. On va lancer après les questions, mais juste si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, parce que peut-être que c'est un peu rapide aussi, ce que je vous propose, c'est de nous contacter, donc Cassandre et moi. On vous a mis les mails ici et on vous les renverra après par mail. Mais voilà, n'hésitez pas. On peut passer aux échanges et du coup poser toutes vos questions. Je crois que ça se fait plutôt par chat ou Q&A et où on vous répondra à l'oral. C'est ça, vous avez quelques questions dans l'onglet Q et R. Donc, je vous laisse peut-être regarder et y répondre. Je sais que les trois premières questions ont été posées pendant la présentation de Cassandre et la suite pendant ta présentation, Eva. Ok, super. Alors, Top. Eva, est-ce que tu peux juste enlever le contrôle sur mon écran parce que je peux pas bouger ma souris? oui, alors attends. Ok. Déjà, je vois la C'est première bon? question de Jean Leroy. Comment lutter contre la désirabilité des produits pas du tout éco-responsables?
Bah là, le but, en fait, c'est pas d'aller empiéter enfin, sur ces produits-là, c'est de faire un peu comme l'iPhone a fait avec BlackBerry. Ils n'ont pas traché BlackBerry, ils ont juste créé un produit qui était bien plus utile, enfin, qui donnait plus envie et qui était mieux designé, du coup plus adapté aux attentes des consommateurs. Et donc, ça a pris la place de BlackBerry, mais d'une manière assez naturelle. Donc, comment on lutte contre ça? Bah, il faut juste imaginer des produits qui vont répondre à des critères d'utilisation plus fortes et qui vont faire que naturellement, les consommateurs vont aller vers ça. Et donc, pour ça, il faut respecter les critères de design dominant dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, je vois la question de Nicolas. Faudrait-il alors imposer indirectement des menus végétariens sans communiquer qu'ils le sont? Alors là, non, pas du tout, hein. Le but vraiment de quand on fait des nudges, c'est vraiment d'être dans la communication et la transparence. Donc, c'est juste de dire, bah voilà, enfin, proposer le menu et puis juste mettre en option la viande. Mais du coup, les consommateurs, enfin les salariés ont quand même le choix de faire ce qu'ils veulent. Simplement, ils doivent faire l'action d'ajouter la viande, mais en soi, ils ont la possibilité de faire comme ils veulent. Donc, le mot imposer juste du végétarien, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment proposer l'ensemble des choses, mais avec une base seulement végétarienne. Je sais pas si ça répond à la question. Eva, je crois qu'il y a des questions sur les histoires. Fiche concept, est-ce Alors, qu'il y a un partage possible d'un modèle de fiche concept? oui, on peut vous partager un modèle de fiche concept. Donc plutôt par mail après l'atelier, ouais. Et après, l'atelier que vous proposez est-il payant? Si oui, à quelle hauteur est-il envisageable pour un groupe d'élus d'une collectivité territoriale? Alors, oui, l'atelier est payant. À quelle hauteur? Ça va dépendre en fait du nombre de participants, juste de l'ambition qu'on met derrière cet atelier. Donc, on peut en rediscuter en direct. Et évidemment, oui, envisageable pour un groupe d'élus d'une collectivité territoriale, totalement, ouais. C'est pour toute organisation, donc ça peut être aussi bien entreprise que du coup collectivité territoriale. Je sais pas si ça répond à votre question. Et après, peut-on consulter un exemple de magazine? Alors, je ne sais pas si Cassandre a un exemple de magazine. Non, J'en ai j'ai pas de pas. mon côté. Non. Là, c'était purement Euh, une piste possible, mais c'est pas, mais il n'y en a pas un concrètement. Mais je sais ça existe en tout cas, mais j'ai pas d'exemple à vous partager sur ça. Il y avait une question, et Eva, après, sur ouais. pour croiser les Ouais, histoires. combiner les histoires. Ouais. Ouais. Alors, combiner les histoires, oui. Alors, sur ces histoires, nous, on en a défini cinq, mais sans doute qu'il y en a soit d'autres, ou peut-être des combinaisons. L'objectif, c'est vraiment juste que ça puisse être inspirant et que ça puisse vous aider vraiment à l'idéation. Donc, l'objectif, c'est pas de trop les combiner parce que ça peut en fait manquer en générativité après. Enfin, il faut que quand même vous puissiez en tirer des sources d'inspiration. Après, si vous voyez qu'il y en a deux qui seraient intéressantes de combiner par rapport justement aux enjeux que vous avez, alors on peut réfléchir à d'autres narratifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, ouais, il y avait une question pour moi, je pense, de Pierre. Dans le numérique, le facteur de succès, c'est souvent offrir un service ou une facilité d'utilisation 10 fois supérieure à l'existant. Exemple, Slack par rapport à l'email, paiement fluide sur Amazon. Dans un monde low-tech, c'est un challenge. Bah, je pense que c'est pas forcément antinomique. Moi, par exemple, quand je fais de l'éco-conception de services numériques, dont le but c'est de créer des interfaces qui vont être moins énergivores, mais on travaille aussi sur l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, il y a des sites qui sont pas du tout low-tech et qui ont énormément de fonctionnalités et qui du coup sont pas très intuitifs et où on a tellement d'informations que c'est une expérience utilisateur qui est pas du tout fluide, pas du tout ergonomique. Et au final, c'est la version low-tech, la version éco-conçue qui va être beaucoup plus fluide et agréable. Donc en fait, il s'agit juste d'avoir le bon design derrière et je pense qu'on a une vision assez péjorative de low-tech parce que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de designers qui sont intéressés par ces sujets-là justement. Donc je pense qu'il faut juste mixer le design et la low-tech. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de designers qui, je pense, qui se penchent sur l'éco-conception. Mais pour moi, c'est pas antinomique. Il y avait sur l'humour. Est-ce que l'humour a un pouvoir particulier ou est-ce qu'il se situe dans le panel des émotions?
Je la vois pas cette question. Ah oui, est-ce que l'humour a un Euh, pouvoir? oui. L'humour, c'est pas une émotion, mais l'humour va créer de la joie, voilà, de l'enthousiasme, etc. Ça va être ça, les émotions. Et donc, effectivement, oui, l'humour, c'est plutôt le déclencheur, mais l'émotion derrière, ça va être la joie. Et ça, effectivement, c'est ce qui fonctionne bien pour avoir envie de mettre en place des choses dans son quotidien. Après, il y avait une question sur combien de personnes on doit engager dans ces nouveaux récits afin d'engager le reste de la population, donc le point de bascule. Alors, c'est très intéressant comme question. On n'a pas de chiffres sur ce seuil. Là, dans un premier temps, c'est déjà engager des personnes qui ne le sont pas. Euh, donc, avant d'atteindre vraiment le point de bascule à l'échelle, c'est déjà à l'échelle de votre organisation, pouvoir engager plus de collaborateurs et plus de consommateurs dans ces changements. Mais ça serait effectivement intéressant de voir à quel moment ces récits deviennent des récits dominants. Ça peut être effectivement très intéressant. On peut quand même se baser, je pense, sur le point de bascule social qui est à 10%. De, je sais plus, Glasgow, bon bref, Glaswell, je sais plus, mais c'est le point de bascule social qui dit que s'il y a 10% de la population qui adopte un comportement, alors le reste va suivre. Donc je ne sais pas ce que ça donne pour les nouveaux récits, mais on peut déjà partir un petit peu, je pense, de ce pourcentage-là. Alors Êtes-vous dans après, tout type d'entreprise, de collectivité? Êtes-vous déjà intervenu dans des entreprises type industrie? Dans la production d'emballage au domaine associé. Alors, l'atelier, on l'a pas fait. Moi, personnellement, j'ai fait des interventions et conférences dans l'industrie cosmétique et de fabrication d'ingrédients actifs, et également industrie du packaging. Après toi, Eva, ouais, pareil, j'ai déjà fait du coup industrie du packaging. Et après, dans différents types d'entreprises, à la fois mobilité, banque, assurance, logistique et construction. Donc voilà, différents types de, à la fois d'organisation et de sujets. Carole Dans qui... les entreprises, on retrouve... Ah pardon, vas-y. Ouais, non, vas-y, non, on retrouve Ok, différents dans les profils, entreprises, on retrouve effectivement. différents profils. C'est ça. Bah déjà, c'est peut-être de sonder, un peu comme Ouais. dans la démarche design, avant de concevoir un produit ou un service, on va interroger nos utilisateurs pour créer le meilleur service possible. Bah, pourquoi pas faire la même démarche avec vos collaborateurs? Ça peut être très facile hein, avec un Google, enfin, un sondage très simple en ligne, en leur demandant où est-ce qu'ils se situent par rapport à leur sensibilité par rapport à l'environnement. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils auraient envie de mettre en place dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des choses qui leur manquent? Ce genre de choses. Donc déjà, ça permet un peu de tâter le terrain et de voir les différents profils qu'on a. Et ensuite, rien n'empêche de mettre différentes stratégies possibles. De se dire, bah voilà, moi j'ai plutôt des gens qui sont climato-sceptiques. Peut-être que pour ces personnes-là, on va peut-être partir sur une petite fresque du climat pour mettre les pendules à l'heure. S'il y a des personnes qui ont totalement passé cette phase-là et qui sont plus dans une phase où on veut mettre en place des bonnes pratiques, on va peut-être les regrouper pour se dire, bah voilà, eux, ça va être nos ambassadeurs qui vont être porteurs de projets sur le climat. Donc voilà, tout est possible en soi. Malcolm Gladwell, ouais, c'est ça. Et Merci, après, merci, ouais. Marie. Et après, au vu des différents profils, en tant que collectivité, faut-il donc faire différentes communications? C'est Euh, exactement comme en marketing ouais. en fait. Quand vous avez une marque, vous faites des personas, vous avez différentes cibles et vous allez vous adresser à ces différentes personnes-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans la transition écologique, on ne s'inspire pas assez de ce qui marche dans les marques traditionnelles. On parlait des SUV tout à l'heure, ben, comment ils font? Eux, c'est parce qu'en fait, ils sont restés dans cet imaginaire-là de s'adapter à leurs différents publics, de leur parler parce qu'il y a des équipes marketing derrière. Et on se dit, mais pourquoi on n'utilise pas ces techniques-là dans la transition écologique? Ben là, c'est la même chose en fait. On va identifier différents profils et on va adapter des communications pour leur parler à elles et leur donner envie et créer du rêve en fait. C'est ça, on oublie trop de créer du rêve dans cette transition-là et je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qui fait que les gens vont avoir envie d'utiliser vos services ou vos produits. Donc oui, il faut faire, je pense, différentes communications sans pour autant en faire 100 000. Mais peut-être faire une petite étude de marché avant et voir comment adapter tout ça. Alors, association, Et après, on marque, avait...
Ouais. Ouais, le point de bascule de 10% est un chiffre ayant été avancé sans base scientifique vérifiée. Moi, je sais que dans les ateliers d'automne, ils l'utilisent vraiment. Et je crois que c'est assez sérieux quand même. Je voudrais pas dire de bêtises, mais enfin, voilà, je sais que c'est utilisé par l'assaut d'automne comme quelque chose assez sûr. Mais bon, peut-être que c'est pas le cas. On vérifiera. Et après, la question suivante, je crois que ça recoupe avec celle d'avant sur comment adapter sa communication dans le cas d'une cible large et cosmopolite. Quelle stratégie adopter dans ce cas? Et donc, du coup, c'est persona et pouvoir adapter en fonction justement de cette cible large et pouvoir adapter les récits en fonction de cette étude de marché. Et après, selon votre expérience, quels sont les Vous secteurs voulez, vous d'activité voulez qui sont... intervenir? Ouais, sur la dernière question. Ah, ouais, ouais. Sur la dernière question, J'allais justement te donner la parole parce que je pense que tu sais mieux. voilà, depuis quelques années, on va dire, j'interviens dans les entreprises et les collectivités, justement dans ces phases de transition. J'allais dire, il y a pas de secteur d'activité qui est plus, où on va avoir des personnes plus faciles à engager que d'autres. Ça dépend d'énormément de facteurs et encore une fois du facteur humain. Et c'est pas parce que la gouvernance est impliquée que les équipes vont être impliquées et vice-versa. Et on peut avoir un frein identifié dans un service comme un ambassadeur. Et donc c'est là où se pose toute la difficulté d'arriver à capitaliser sur ceux qui vont pouvoir bah, amorcer la transition et finalement engager les autres au travers de tous les mécanismes et de toutes les solutions qu'on vient de voir, et puis surtout de supprimer ceux qui font, qui bloquent quoi, dans les organisations. Et ceux-là aussi, il faut les engager. Donc c'est pour ça qu'on cherche, au travers de ce qu'on vous a présenté, des solutions inspirantes pour arriver à toucher le plus grand nombre. Voilà, merci beaucoup Cassandre, Nathalie et Eva pour vos présentations. C'était super intéressant. Et donc, on se retrouve, nous, dans une autre salle pour faire un petit débrief. Et je vous dis à toutes et tous à bientôt dans une prochaine webconf.